Retour sur le plateau du Grand Direct pour notre débat quotidien. On va partir ce soir d'un sondage publié ce matin dans la presse israélienne. Sondage qui montre que 2/3 des Israéliens, 67% exactement des Juifs israéliens interrogés, ne croient plus les États-Unis capables de parer la menace du nucléaire iranien. Les États-Unis qui sont en train de s'affaiblir au Proche-Orient. C'est aussi le sentiment d'une majorité d'Israéliens sondés, vous le voyez sur ces graphiques, notamment sur le dossier syrien, où là aussi la menace américaine n'est plus jugée crédible par les Israéliens sondés. Assiste-t-on donc à un affaiblissement de l'allié traditionnel américain pour donc la majorité des Israéliens? Il n'en fait aucun doute. On va en parler ce soir. J'accueille Marc Sarabia, kibbutznik et membre du Parti travailliste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Philippe Koskas nous rejoindra dans un instant. Mais tout d'abord, votre sentiment sur ce sondage. C'est pas de la défiance, mais il y a presque un peu de résignation. Les Israéliens n'ont plus confiance dans le grand frère américain. Et je pense d'abord que ce sondage est juste valable pour cet instant, pour ce moment. C'est un mouvement d'humeur. C'est une photographie, toujours. C'est un moment d'humeur de la population israélienne qui aurait voulu une intervention beaucoup plus énergique. Mais en fait, une énergie, je pense qu'il y a un changement aux États-Unis, c'est-à-dire par rapport à la politique de George Bush qui avait envoyé ses soldats à l'autre bout du monde pour venger l'attentat du 11 septembre. Et on voit maintenant un discours différent où le président est beaucoup plus pondéré, beaucoup plus responsable. Il sait juger et mesurer toutes les conséquences de ses actes. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand le président George Bush a envoyé ses troupes en Irak, les conséquences de cette guerre ont été catastrophiques pour la région. Il a déséquilibré en fait toute la région. Cette guerre a donné en fait champ libre à l'Iran. Et auparavant, l'Iran et l'Irak étaient plus ou moins en équilibre et la guerre a brisé cet équilibre. Alors maintenant, je pense que le président Obama est beaucoup plus mûr, beaucoup plus pondéré. Il est conscient de sa force parce que, au contraire, je ne pense pas que c'est une preuve de faiblesse. Quand on n'attaque pas, on a, ça veut dire au contraire une preuve de force, de confiance en lui. Et cette confiance en lui, il l'a tout simplement parce qu'il a posé sur la table son revolver. On peut dire, voilà, il est arrivé à la table de négociation, il a dit, voilà, j'ai mes canons tout prêts, mes soldats prêts à intervenir, maintenant vous décidez ce que vous voulez. Et je pense que c'est un langage très convaincant et ça donne un espoir pour la paix. Mais est-ce que vous avez l'impression que la stratégie américaine au Moyen-Orient est parfaitement lisible aujourd'hui? Par exemple, prenons l'Égypte. Voilà, ajouté au dossier iranien. Dans cette journée, les Américains décident de geler partiellement l'aide militaire à l'Égypte, qui était pourtant leur allié traditionnel jusqu'à présent. Puis en même temps, les Américains disent mais attention, on ne veut pas rompre du tout nos relations avec l'Égypte, on veut que quand même ils gardent une forte présence militaire dans le Sinaï parce qu'Israël évidemment est menacé. Donc les Égyptiens ne savent plus trop sur quel pied danser avec les Américains. Est-ce que c'est assez clair de votre part comme stratégie de la part des Américains? Et je pense que les Américains veulent cesser d'être le policier du monde, veulent donner à chaque État sa responsabilité. Et intervenir, cela veut dire vous n'êtes pas capable de gérer votre pays et nous, on va le gérer à votre place. Je pense que l'Égypte est en crise. Elle doit d'abord gérer cette crise et ensuite, peut-être, les États-Unis pourront aider à reconstruire l'Égypte. D'abord, une aide militaire, ça n'est pas une aide constructive. Je suppose que Obama voudrait dire, demandez-nous maintenant de vous construire des usines, demandez-nous de vous aider à cultiver le sol, alors là, on vous aidera. Mais encore une aide militaire, peut-être qu'il y a eu assez de morts. Il y a eu assez de morts comme ça. Ouais, mais pour les Israéliens qui sont frontaliers avec le Sinaï, c'est important que l'Égypte militairement s'impose. Et on voit bien qu'il y a du mal. Il y a encore eu un attentat meurtrier aujourd'hui. Est-ce que là aussi, Israël ne voit pas aussi son allié se dérober, puisque les Israéliens ont été surpris de cette décision américaine? C'est vrai que, il faut prendre les choses en proportion. Je pense que l'Égypte a un arsenal assez grand pour vraiment dominer cette situation. Ce n'est pas une question d'arsenal, c'est une question de politique, de décision interne de l'Égypte, de vouloir faire de l'ordre dans le Sinaï. Ouais. Et ce que je pensais justement, c'est que l'Égypte, elle
elle doit trouver son chemin aussi. Elle doit trouver son chemin parce que le chemin n'est pas encore très clair. C'est un pays hésitant qui cherche la démocratie, cherche à apprendre la démocratie. Alors, je pense qu'il faut lui donner une chance. Alors, nous, on va donner une chance à notre invité qui est arrivé, notre deuxième débatteur, Philippe Koskas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, donc on parle évidemment ce soir de la situation de cet allié traditionnel américain. Un sondage où les Israéliens montrent une vraie défiance vis-à-vis de cet allié. 67% des Israéliens, des Juifs israéliens sondés, estiment que les Américains ne sont plus en mesure de parer à la menace du nucléaire iranien, par exemple. Idem pour la Syrie, où la force américaine n'est plus déterminante. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, que les Américains sont en train de se dérober dans cette région ? Je ne sais pas si le terme dérobé est un terme adéquat. Je pense que le coup de charme, j'allais dire, qu'a fait la visite de Obama en Israël s'avère comme un flop. Je crois que Barack Obama montre bien qu'il a une politique, à mon avis, une politique moyen-orientale complètement incohérente, tout simplement. C'est aussi l'avis des Égyptiens aujourd'hui. D'ailleurs, la presse égyptienne tire à boulet rouge sur les Américains aujourd'hui à propos du gel militaire partiel de l'aide militaire. Oui, absolument. Je pense qu'il ne sait pas trop où aller. Il n'a pas une vraie politique au niveau stratégique. Il pilote à vue et les résultats sont tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il donne des lignes rouges en Syrie, il ne les respecte pas. Il a fait tomber Moubarak, mais d'un autre côté, il soutient la démocratie sans la soutenir. Par rapport à l'Iran, on le voit bien, donc ça a l'air exactement une politique un peu désinvolte et où il y a beaucoup, j'allais dire, où il tire vraiment à vue, quoi. Il n'y a pas une réelle stratégie américaine moyen-orientale. Enfin, c'est mon opinion. Ce qui était le cas par le passé. Et maintenant, comme je le disais, c'est une nouvelle politique. C'est une nouvelle politique qui donne la chance à la diplomatie, où la guerre doit être un dernier recours. Et je pense que ça montre aussi un degré de maturité de la politique américaine. Et on ne dégaine plus au premier coup. On réfléchit d'abord, on essaie de persuader, de dissuader, et on obtient parfois des résultats. Par exemple, si la Syrie a accepté de se démonter de son arsenal chimique, c'est aussi en partie grâce à la pression américaine. Et c'était une grosse pression, puisque la guerre était prête. Et imaginez... Pression russe aussi, quand même, non ? Ouais, je pense. Oui, mais je pense quand même il faut mettre tous les atouts dans notre sac. Et c'est-à-dire, pas seulement la guerre, parce que parfois la guerre, elle a des conséquences catastrophiques. Et on l'a vu, nous aussi, on est parti parfois en guerre un peu trop vite, comme au Liban, il y a 7 ans. Et je pense qu'on aurait attendu un petit peu, peut-être qu'on aurait obtenu aussi peut-être le même résultat. Non, moi, je pense que c'est un problème. Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, enfin, dans le recours à la guerre facile. Ça, je suis absolument d'accord. Mais d'un autre côté, je crois que c'est pas une question. La menace n'existe plus. Les États-Unis ne sont plus une menace. On ne croit plus. Et c'est un vrai problème, parce que je peux donner des contre-exemples à vos exemples. Je vous prends l'exemple de la Corée du Nord, par exemple, où on a voulu faire de la diplomatie, puis du coup, la Corée du Nord a obtenu l'arme nucléaire. Donc on ne peut pas dire tout le temps on ne peut pas tout le temps donner la carotte, et la carotte. Surtout pas au Moyen-Orient. Et puis, ce que je crois aussi sur l'analyse en Syrie, je crois que Barack Obama a joué de bonne chance, j'allais dire, justement, par l'intervention russe. On voit tout le temps, moi j'ai l'impression d'un grand zigzag. Il n'y a pas une réelle politique d'Obama, on le voit au niveau de l'Égypte. Il ne sait pas où soutenir, quand soutenir, quoi soutenir. On le voit au niveau d'Israël. Il pousse à des accords de paix, on ne sait pas, mais j'ai l'impression qu'il veut pousser un accord qui est presque contre nature. On le voit également avec la politique iranienne. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera justement, puisqu'on parle de ces accords de négociation de paix entre Israël et les Palestiniens sous l'égide des États-Unis, est-ce qu'il arrivera à imposer un accord définitif en 9 mois ? Ça a l'air de traîner un peu quand même là. C'est vrai, mais je pense que ça donne l'impression que l'Iran veut gagner du temps, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça a quand même ralenti le programme nucléaire. C'est-à-dire que peut-être ça ne l'a pas arrêté complètement, mais la pression internationale a quand même un poids. Et les Iraniens doivent souffrir. Peut-être qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais ils doivent souffrir de toutes ces mesures économiques. Je pense qu'il viendra un moment où peut-être il y aura un printemps arabe aussi en Iran.
même si les Iraniens ne sont pas des Arabes comme nous le savons. Il peut y avoir un printemps perse aussi. Mais enfin, le printemps, on a bien vu que le printemps arabe, ce qu'il a conduit, c'est pas forcément le terme printemps. Je le considère pas vraiment. Si on regarde la Libye aujourd'hui, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, enfin la Syrie. Donc on peut pas. Le terme printemps est un terme qui avait été employé. Non, mais ça prend du temps pour apprendre la démocratie. Regardez-nous en France, ça nous a pris quand même 100 ans. Et il faut reconnaître que à la Révolution, il y a eu beaucoup de morts pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on apprenne à parler, qu'on apprenne à comprendre qu'il faut respecter tous les différents courants du pays. Je pense que c'est un apprentissage qui se fait dans la douleur, effectivement, dans le sang parfois. Mais c'est un apprentissage. Et pour les Arabes, c'est complètement nouveau. Il faut le reconnaître. Je partage pas votre optimisme. Mais enfin, bon, moi, je crois pas que ça prend le terme démocratique. Il n'y a même pas de tournure démocratique. Je vois pas d'assemblée constituante qui est organisée. Je vois pas ni Danton ni Robespierre qui se trouvent sur les parlements, ni égyptiens, ni tunisiens, ni syriens. Je crois que le terme de démocratie, je le vois même pas dans le monde arabe à l'heure actuelle. Je pense qu'on assiste à un dangereux anarchisme et un manque de terrain, et ça fait très peur. L'avenir le dira. Si on reste sur l'Iran encore quelques instants, là, on voit bien, Philippe Koskas, que c'est la grande angoisse des Israéliens dans ce sondage. Quand même 67% des Juifs israéliens interrogés qui ne croient pas que les Américains pourront parer à la menace. Et donc Israël qui se sent seul, c'est quand même un changement dans les mentalités. Ça, jusqu'à présent, il y avait toujours l'appui américain. Là, aujourd'hui, on est Absolument. Moi, je pense que l'affaire syrienne a montré un manque de crédibilité. On a bien vu qu'Obama a hésité, bégayé avant d'avoir recours à la force, même s'il l'avait dit. C'est clair que les armes chimiques avaient été utilisées. Le problème, c'est souvent une crédibilité, c'est je fais ce que je dis. Or, il est clair qu'Obama n'a pas fait ce qu'il a dit. Il avait dit armes chimiques, c'est une ligne rouge. On a utilisé une fois l'arme chimique. Il n'a rien fait. Une deuxième fois l'arme chimique, il n'a rien fait non plus. Et puis après, il y a une sorte il a eu recours. Il pouvait utiliser l'arme. Il a botté en touche avec le Congrès. On voit bien. Mais il a obtenu le même résultat sans faire la guerre. Non. La Syrie accepte de se démonter son arsenal. Oui, je pense que c'est un moment extraordinaire où on peut arriver à parler. On est arrivé à une civilisation telle que maintenant le dialogue est plus fort que le canon. J'ai l'impression que vous vivez complètement dans une utopie. Je ne vois pas encore la Syrie se démunir de toutes ses armes chimiques. On parle de la Syrie comme pays qui a, je crois que c'est le numéro 2 au monde de détenir les armes chimiques. Donc je ne le vois pas tellement de détenir d'abord. Et deuxièmement, je parle de problème de crédibilité. Et la crédibilité, c'est d'être son mot. Et on a bien vu, et j'allais dire, c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'il a été sauvé par le gong, Obama. Il a été sauvé par les Russes, les gongs dans ce cas-là. Il devait avoir recours à la force, et puis au dernier moment, il a bégayé, il a dit je pars ça au Congrès, il n'avait pas la possibilité. Il a obtenu, je ne sais pas, moi je ne crie pas victoire avant que tout soit fait. Et on vit dans le Moyen-Orient, c'est pas fait. Non, c'est vrai que l'histoire nous a appris à être méfiants, vous avez raison, et on a eu beaucoup de déceptions, on a été menacés tout le temps, et vous avez raison qu'il faut juger sur les faits et pas sur les mots. Mais de notre côté, les mots, parfois, ont valeur d'engagement aussi. C'est-à-dire que le président syrien s'est engagé à se démunir de son arsenal, il doit le faire. Oui, mais moi j'allais dire, quand vous dites les mots ont valeur d'engagement, lorsque par exemple Obama s'était engagé à intervenir militairement à l'utilisation des armes chimiques, il l'a pas fait. On est en train de parler ici, si vous voulez, toujours, on sait bien qu'une politique comme il y a plusieurs je peux juste finir ma phrase. Tout instrument diplomatique doit concilier la carotte et le bâton. Tout le monde le sait. C'est vrai. Et la paix n'est pas un but en soi. On connaît bien le petit discours, la petite phrase de Daladier lorsqu'il est rentré après les accords de Munich. Quand les Français l'accueillaient parce qu'il y avait la paix, il s'est tourné vers son collaborateur. Il avait obtenu la paix, les accords de Munich. Et il a dit les imbéciles en voyant les gens qui l'acclamaient. Donc le but, la paix n'est pas un but en soi, si ce n'est pas une paix réelle. Or là, c'est ça que je reproche un peu ce qu'on appelle au candid de la paix. Le candid de la paix, des fois, c'est un candid de défaitiste. Il ne veut pas de violence à tout prix. Et ça, on ne peut pas le dire dans le Moyen-Orient. Donc ne soyons pas munichois. Regardons les choses en face. Lorsqu'on sait que quelqu'un comme Assad, excusez-moi, qui a tué déjà plusieurs centaines de milliers de personnes, y compris 2 fois à avoir cours de l'archi
chimique qui dit quelque chose, a priori, je ne le crois pas. Maintenant, sur l'Iran, il est tout à fait clair. Il a été fiable jusqu'à présent quand il a dit qu'il écraserait l'opposition. Il a promis. Il ne l'a pas écrasé. Il a tenu, justement. Il ne l'a pas écrasé. Et d'un autre côté, il avait dit non plus qu'il n'avait pas utilisé l'arme chimique. Je crois que les commissions, en tout cas de l'ONU, ont prouvé le contraire. Je pense qu'Obama, il a quand même pesé les conséquences de ses actes. Il y a, je dis parfois qu'un président français, quand il fait une erreur, maximum, il y a 1000 chômeurs en plus. Un président israélien, quand il fait une erreur, il y a quelques centaines de morts en Absolument. plus. Tandis qu'un président américain, quand il fait une erreur, ça peut déclencher une guerre mondiale. Non. Si vous pouvez le juger, si jamais il avait attaqué l'Iran maintenant, pour le dissuader, comme vous le dites, de la guerre de prendre l'arme nucléaire, ça aurait pu dérégler tout le monde entier, parce que peut-être la Chine se serait mêlée, peut-être la Russie aussi. Ça peut déclencher une guerre mondiale. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de poids sur les épaules d'Obama, et il ne va pas dégainer son pistolet si facilement. Je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Quand on a attaqué quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, il n'y a pas eu de guerre mondiale. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre chose. Ce qui se passe ici, c'est que personne ne croit Obama. Personne ne croit Obama. Je ne parle pas des Israéliens, personne ne le croit. Il a perdu sa crédibilité, ce qui veut dire que face à l'Iran, il aura la carotte et encore la carotte. Le problème, c'est de savoir si on croit que dans une diplomatie, ça fonctionne qu'en carotte. Moi, j'y crois pas. Merci beaucoup Philippe Koskas. Donc, merci à vous Marc Sarabia. À propos des Américains, journal à venir.